On finit les communications scientifiques avec la parité. Vous savez que ce sont des éléments qu'on souligne maintenant toujours. Et donc, le dénominateur commun de ces deux communications, c'est, me semble, la politique en tout cas, l'un et l'autre. Donc, Marie-Soleil Frère, qui est spécialiste des radios en Afrique, va démarrer, elle va prendre la parole et elle va nous parler des acteurs médiatiques, des journalistes et des journalistes en exil. Des journalistes burundais qui, suite à des événements politiques, ont dû s'exiler au Rwanda. Et donc, elle va évoquer les réactions qu'ils ont pu avoir, la manière dont ils ont vécu cette situation et leur capacité peut-être de rebondir dans un autre pays compte tenu du traumatisme que ça a pu être. Donc, Marie-Soleil, je te donne la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par mettre mon chrono d'abord pour être et puis par remercier le GRER de m'avoir invité à venir présenter cet exposé aujourd'hui, qui effectivement s'inscrit finalement un peu dans la continuité de l'exposé qu'on a entendu sur les radios libres en Italie, tout en connectant aussi avec ce qu'on a entendu ce matin sur les radios du continent africain, puisque je vais parler en particulier. Vous n'entendez pas ? Je rapproche. Vous entendez mieux ? Voilà. Donc je vais parler en particulier des mutations, des pratiques et des identités chez les journalistes en exil. Alors je vais essayer d'aller le plus vite possible et donc vous allez voir sur des slides des choses que je ne vais pas évoquer, tout simplement pour en venir le plus rapidement possible aux faits. Donc je voulais vous parler de ce qui existait comme recherche sur les identités journalistiques en Afrique, essentiellement en Afrique francophone, mais aussi en Afrique anglophone. Simplement vous dire que les journalistes ont connu de grandes mutations sur le continent à partir du début des années 90, qui était un moment charnière de libéralisation du secteur des médias et donc d'apparition des médias privés. Évidemment, l'apparition de ces médias privés a considérablement changé la donne en matière de médias. Mais dans cette étude, je vais me focaliser sur deux questions essentiellement, et même plutôt sur une seule. La première question qui m'intéresse, c'est celle du retour de l'autoritarisme dans un certain nombre de pays africains aujourd'hui, dans un contexte où les journalistes qui sont aujourd'hui en activité sont ce que j'appelle des free press natives, c'est-à-dire qu'ils sont nés après la libéralisation, ou en tout cas ils ont été socialisés professionnellement après la libéralisation, donc dans un environnement où existaient les médias privés, ce qui les différencie de leurs confrères de la génération précédente. Et puis surtout, puisque le thème du colloque c'est la mobilité, je vais surtout observer la situation de journalistes qui sont en exil, donc qui ont connu une forme de mobilité forcée, et voir comment ce mouvement, comment ce déplacement a pu transformer leur représentation professionnelle et leurs identités. Et donc la question que je pose, c'est celle des transformations dans les pratiques professionnelles, les représentations, les identités parmi les journalistes exilés, qui non seulement sont en exil, mais qui en plus sont confrontés dans leur pays d'origine à la restauration d'un gouvernement autoritaire. Alors pourquoi c'est un enjeu qui me semble important aujourd'hui ? Parce que je l'ai dit, des restaurations autoritaires, il y en a dans plusieurs pays d'Afrique aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir l'épidémie de troisième mandat, de volonté de changer la constitution de la part de toute une série de présidents. Mais le contexte est aujourd'hui différent du contexte des années 90 ou certainement des années 80. Les nouvelles technologies entraînent une transformation du débat public, entraînent, ça a été dit par notre collègue de Haïti, une participation beaucoup plus intensive de la diaspora dans les débats politiques locaux. Et surtout, les journalistes à l'intérieur du pays ont développé toute une série de pratiques nouvelles et on n'est plus en face d'un journalisme uniformisé et unique tel qu'il existait dans les années 80. Donc dans cette présentation, je vais d'abord mettre en avant quelques éléments de contexte politique, médiatique et vous expliquer la méthodologie que j'ai utilisée pour travailler. Puis je parlerai des identités professionnelles des journalistes avant l'exil. Je confronterai cela, troisièmement, aux identités professionnelles des journalistes en exil. Et puis quelques mots de conclusion.
Donc voilà, le Burundi, c'est un petit pays d'Afrique centrale avec une histoire politique qui a été marquée par une série de violences interethniques, intercommunautaires entre Hutus et Tutsis. Environ 300 000 morts en 1972 et puis une longue guerre civile entre 1993 et 2006 avec environ 300 000 morts de nouveau. Et puis l'arrivée au pouvoir d'un président issu d'un mouvement rebelle, donc d'un mouvement armé et qui a été démocratiquement élu en 2005 dans le cadre du processus de paix et qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. Donc jusqu'en mai 2015, qui est, je vais vous l'expliquer, un moment vraiment charnière dans l'histoire du paysage médiatique burundais. Jusqu'en mai 2005, le Burundi connaît un paysage médiatique assez diversifié. Il y a 22 stations de radio, plusieurs télévisions privées, quelques journaux. Et c'est un environnement médiatique qui est marqué par la promotion de ce qu'on a appelé le journalisme de paix. C'est-à-dire que les médias, et essentiellement les radios, ont été beaucoup soutenus par des partenaires internationaux qui voulaient mobiliser les médias pour essayer de contribuer à la réconciliation, pour essayer de contribuer à la pacification, à la consolidation de la paix au Burundi. C'est aussi un environnement où les auditeurs étaient extrêmement férus de radio et donc les études d'audience montrent que la consommation médiatique se concentrait essentiellement sur la radio et que 90% des auditeurs burundais écoutaient plusieurs radios tous les jours et essentiellement en langue locale kirundi, puisque le Burundi est un des rares pays d'Afrique qui connaît une unicité linguistique et tout le monde y comprend et y parle la même langue qui est le kirundi. Le média le plus populaire, la radio publique africaine, je reviendrai tout de suite sur cette radio. À partir des élections de 2010, donc je vous ai dit, le président Nkurunziza, ancien chef rebelle, élu démocratiquement en 2005, se représente en 2010 pour de nouvelles élections, est réélu, mais dans des élections qui vont être contestées et l'opposition politique va refuser d'y prendre part. Suite à ces élections-là, plusieurs dirigeants politiques d'opposition partent en exil et les radios vont se retrouver dans une situation un peu inconfortable où elles vont devoir quelque part prendre la parole à la place de cette opposition politique qui est désormais en exil. Et donc on va observer un espèce de basculement de certaines radios qui étaient des radios relativement équilibrées et qui sont des radios qui progressivement vont occuper l'espace laissé vacant par ces hommes politiques d'opposition qui sont partis en exil. Alors le gouvernement ne va pas tarder à réagir en créant d'abord des radios de statut privé, mais qui sont des radios qui défendent les idées du gouvernement, en assurant la mainmise sur la radio-télévision nationale, et en s'assurant que plus aucun opposant et la société civile ne peuvent plus accéder à la radio nationale, et en exerçant des pressions croissantes sur les médias indépendants. Alors la popularité des radios reste énorme et vous avez ici des images de la libération en février 2015 du directeur de la radio publique africaine, Bob Rugurika, qui avait été emprisonné suite au fait que sa radio avait divulgué des informations qui compromettaient des personnes très proches du régime en place par rapport à des assassinats qui avaient été commis. Il a été en prison pendant 1 mois et à sa sortie de prison, des milliers de personnes sont descendues dans la rue. Il était emprisonné à l'extérieur de Bujumbura et tout le parcours du cortège qui le ramenait de la prison jusqu'à sa radio, la radio publique africaine, des gens se sont massés sur le bord de la route et des milliers de personnes étaient là pour l'accueillir au moment où il est arrivé à Bujumbura. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'interviennent ces événements d'avril-mai 2015. En avril 2015, le président Nkurunziza annonce qu'il va se représenter pour un 3e mandat, ce que la Constitution ne l'autorisait pas à faire. Des manifestants commencent à descendre dans la rue. Les radios, évidemment, couvrent ces manifestations-là. Et puis, en mai 2015, surviennent 2 jours un peu chaotiques avec une tentative de prise de pouvoir par une partie de l'armée, mais ce coup va être tenu en échec. Profitant du désordre ambiant autour de cette tentative de coup d'État, 5 médias seront détruits. Parmi ces 5 médias, 4 radios et télévisions indépendantes, dont la radio publique africaine, que vous voyez ici en flammes, en mai 2015, et une radio proche du gouvernement qui, elle, va être détruite par les manifestants. Et c'est suite à ces événements-là que une centaine de journalistes vont partir en exil, dont à peu près 80 au Rwanda. Et dans ces journalistes exilés, il y a tous les directeurs des principales radios indépendantes qui sont en plus l'objet de mandats d'arrêt émis par les autorités nationales et donc qui ne peuvent absolument plus rentrer au pays.
Donc, les Burundais, qui étaient habitués à ce pluralisme radiophonique et à ces radios qui étaient indépendantes et relativement professionnelles, vont se trouver dans une situation de sevrage informationnel, puisque ces radios sont brûlées, ces radios ne peuvent plus émettre et que les auditeurs n'ont plus accès qu'à un nombre très limité de supports, les médias pro-gouvernementaux, quelques radios internationales, dont La Voix de l'Amérique et la BBC, qui émettent en Kirundi quelques heures par jour, et puis les réseaux sociaux. Les journalistes partis en exil vont rentrer en résistance. Alors, ils vont rentrer en résistance en créant à l'extérieur du pays, depuis Kigali, des émissions de radio qu'ils vont diffuser essentiellement par les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, WhatsApp. À l'intérieur du pays, un certain nombre de journalistes vont aussi s'organiser pour entrer en résistance à l'intérieur du pays et faire circuler aussi par les réseaux sociaux une information clandestine. Et donc, ces journalistes, évidemment, fonctionnent sous anonymat. Donc, c'est dans ce contexte-là que se déroule la recherche que je vais vous présenter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je m'étais rendue au Burundi en janvier 2015, avant ces événements dramatiques, pour interviewer des journalistes dans le cadre d'un projet européen sur la situation des journalistes dans des conflits armés ou dans des pays post-conflits. Et j'avais interrogé 17 journalistes. Et puis, ces 17 journalistes, leurs médias ont été détruits. Beaucoup d'entre eux sont partis en exil. Et une année plus tard, en janvier 2016, j'ai décidé de partir rechercher ces journalistes-là à Kigali, au Rwanda, pour essayer de voir comment leur représentation professionnelle, comment leur sentiment d'identité professionnelle, d'appartenance à la profession, avait pu être transformé par les transformations pratiques qui s'étaient opérées sur leur manière de travailler et évidemment par la situation d'exil dans laquelle ils se trouvaient et par cette situation de mobilité forcée. Alors, quelles sont les conclusions lorsqu'on confronte les entretiens réalisés en janvier 2015 et les entretiens réalisés en janvier 2016 avec les journalistes exilés? Alors, je vais vous présenter brièvement la situation de janvier 2015, où là, il ressortait très fortement du discours des journalistes des représentations, certes idéalisées, mais partagées de leur profession. Les journalistes se voyaient, et vous allez voir à partir d'ici, il y aura beaucoup de citations sur lesquelles on n'aura pas le temps de s'arrêter, mais vous verrez qu'en bleu, j'ai mis les citations en anglais et en noir, les citations en français. J'ai voulu laisser l'original en français parce que c'est la langue dans laquelle moi j'ai conduit les entretiens. Je voulais rester fidèle à ce que les journalistes burundais m'avaient dit. Les journalistes burundais se présentaient en janvier 2015 comme des informateurs équilibrés, des chiens de garde, quatrième pouvoir, la voix des sans-voix, des collecteurs d'informations de terrain et des observateurs indépendants. Donc une identité un peu mythique du journalisme, mais qui était vraiment fondatrice de leur pratique professionnelle. Et en plus, les journalistes mettaient en avant une grande solidarité entre les journalistes appartenant aux différents médias burundais. Mais alors ils justifiaient les missions qu'ils s'octroyaient et qu'ils disaient remplir par le contexte local dans lequel ils travaillaient. Donc pourquoi étaient-ils des informateurs équilibrés? Parce que, selon eux, l'équilibre était nécessaire, la pratique équilibrée du journalisme était nécessaire pour construire la paix. Pour construire et consolider la paix au Burundi, il fallait donner la parole à tout le monde, il fallait que tous les acteurs puissent accéder aux ondes. Chien de garde et quatrième pouvoir, pourquoi cette mission? Parce qu'il fallait pouvoir rendre les hommes politiques responsables de leurs actes dans un contexte où la démocratie était encore fragile et était encore émergente. Donc, les radios se positionnaient comme des instruments qui devaient amener l'autorité politique à réfléchir aux actes posés et éventuellement à les corriger. Voix des sans-voix, la radio publique africaine en particulier se présentait comme la voix des sans-voix. Pourquoi? Pour remplacer un système judiciaire défaillant et des services publics défaillants. Donc, c'était une radio, c'était très impressionnant d'aller à Bujumbura parce que vous pouviez voir devant la porte, devant le portail de la RPA, des gens qui s'alignaient
et qui venaient en fait expliquer à la radio quels étaient leurs problèmes, qu'on leur avait volé leurs parcelles, qu'ils avaient des problèmes, qu'ils s'étaient plaints à la police de certaines choses et que la police ne faisait rien. Et donc, ils venaient un peu mettre en avant tous les dysfonctionnements de l'autorité publique auxquels ils étaient confrontés. Et la radio, en diffusant les plaintes de ces citoyens, parvenait parfois à faire changer les choses. Et ici, voilà une photo prise dans les studios de la RPA, l'émission Kabizi, un programme participatif où l'animateur de Kabizi recevait des hommes politiques ou des personnes de l'administration locale, et des auditeurs appelaient et interpellaient le responsable en question en mettant en avant des problèmes non résolus, et la personne devait s'en justifier devant les auditeurs. Les journalistes se présentaient aussi comme des collecteurs d'informations de terrain. C'était très important pour les journalistes burundais d'aller sur le terrain et de collecter l'information au plus près de la réalité vécue par les citoyens. Et ils développaient en janvier 2015 tout un discours autour de la notion de vérité. La vérité, on peut l'obtenir seulement du terrain, seulement en se rendant sur les lieux où les événements ont lieu, seulement en donnant la parole aux populations. Et puis, ils se positionnaient aussi comme des observateurs indépendants, parce que, disait-il, dans le contexte burundais, qui est un contexte politique, économique et socio-psychologique particulier, il fallait que le journaliste soit indépendant. Indépendant politiquement, indépendant économiquement parce que le Burundi est un pays très pauvre et que donc les journalistes devaient pouvoir ne pas subir de pression financière et résister entre autres à la corruption. Et puis, une dimension socio-psychologique de l'indépendance qui était pour eux un détachement par rapport à la question de l'ethnicité. C'est-à-dire le fait que leur identité journalistique était une identité qui supplantait leur appartenance à la communauté Hutu ou à la communauté Tutsi, même si chacun était conscient que, étant Hutu ou Tutsi, toutes les familles burundaises sont marquées par l'histoire traumatique du pays et par les massacres qui ont eu lieu et dont je vous ai parlé précédemment. Et il n'y a pas un Burundais qui n'a pas perdu 1, 2, 3 membres de sa famille au cours de ces massacres. Et forcément, les journalistes, individus, se savent personnellement marqués par cette appartenance-là. Et puis, comme je l'ai dit, il mettait aussi en avant le fait qu'il y avait une grande solidarité professionnelle entre les journalistes des différents médias, même s'il remarquait que depuis les années 2010, cette solidarité professionnelle, avec la stratégie que je vous ai expliquée, qui était développée par le gouvernement pour se repositionner dans le secteur médiatique, eh bien, cette solidarité professionnelle commençait à s'effriter et on voyait ressurgir dans les médias des discours opposant les communautés ethniques Hutu et Tutsi. Alors quand je retrouve ces journalistes en janvier 2016, un an plus tard, et que je retrouve en exil un certain nombre de journalistes que j'avais interviewés un an auparavant et puis d'autres journalistes exilés, ils mettent toujours en avant ce rôle référence idéale à leur profession, mais ce qu'ils mettent aussi en avant, c'est surtout le fait qu'ils ne peuvent plus pratiquer le journalisme comme ils le pratiquaient et comme dans cet idéal professionnel dans lequel ils estimaient qu'ils évoluaient un an auparavant. Et donc ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'aujourd'hui, l'équilibre est impossible. Ils ne peuvent plus être des chiens de garde, ils n'ont plus de dents, ils ne peuvent plus mordre personne. Ils sont une voix des sans-voix aphones, ils ne sont pas entendus. Le terrain est hors d'atteinte pour eux. Et ils sont devenus aussi dépendants financièrement et psychosocialement. Ils mettent aussi en avant le fait que la situation d'exil a fragmenté la solidarité professionnelle et j'y reviendrai. Pourquoi est-ce que l'équilibre est désormais impossible ? C'est impossible parce que les journalistes burundais en exil ne peuvent plus recueillir la parole gouvernementale. Il n'y a plus aucune autorité publique à l'intérieur du Burundi qui va accepter de répondre à leurs questions ou de leur parler. Donc forcément, ils donnent la parole à des membres de la société civile en exil comme eux, à des membres de l'élite politique d'opposition en exil comme eux, et leur propos devient déséquilibré. Deuxièmement, pourquoi je dis que le chien de garde est désormais édenté ? Ils se rendent compte, ils sont conscients du fait qu'à partir du moment où ils sont
dans une position où ils ne peuvent plus avoir accès au terrain, j'y reviendrai, où ils ne peuvent plus avoir accès à la parole gouvernementale, eh bien, ils sont finalement amenés à donner de manière déséquilibrer la parole à l'opposition politique, et donc il se lance dans des critiques qui sont faciles, qu'il est facile de délégitimer en disant que simplement ces radios sont des radios proches de l'opposition, que ce sont des radios politisées. Et donc toutes les critiques qu'ils peuvent formuler vis-à-vis du gouvernement, le gouvernement peut répondre facilement en disant « Nous ne connaissons pas ces gens, nous ne savons pas qui ils sont et nous n'avons pas de compte à leur rendre, ce sont des gens qui ont fui, qui sont à l'extérieur ». Alors, troisièmement, la voix des sans-voix est devenue aphone, puisqu'il y a cette distance maintenant entre ces radios qui étaient très proches de leur public et ces citoyens dont ils portaient la voix et dont ils amenaient la voix dans l'espace public. Même si les contacts téléphoniques existent entre les journalistes exilés et les citoyens qui sont à l'intérieur du Burundi, les journalistes témoignent que les témoins, les citoyens, sont terrorisés et ne veulent plus leur parler. Alors ils ont essayé des tas de stratégies pour essayer de faire parler les gens et de collecter la parole des citoyens qui sont à l'intérieur du Burundi sans les mettre en danger. Ils ont essayé de déguiser les voix, mais ici il y a un témoignage qui dit oui, on peut changer les voix, mais quand on change les voix, la qualité technique n'est pas bonne et le professionnalisme, c'est aussi une question de qualité technique. Ils ne sont pas contents de ce système. Et puis ils remarquent aussi que de plus en plus, les citoyens de l'intérieur du Burundi refusent de répondre à leurs questions, même si on déguise leur voix. Donc, quelque part, ils sont la voix des sans-voix, mais ils n'ont plus accès à ces sans-voix dont ils se voulaient les porte-paroles. Et puis, comme je l'ai dit, le terrain est désormais hors d'atteinte pour eux. Ils ne peuvent plus rentrer au Burundi. Ils ne peuvent plus faire ce qu'il leur tenait tant à cœur et qui, pour eux, était constitutif de cette vérité qu'ils disaient être là pour véhiculer. Ils ne peuvent plus rentrer au pays. Ils voient les journalistes internationaux le faire. Bon, ici, l'un d'eux mentionne Sonia Rollet, qui est la correspondante de RFI et qui, elle, pouvait encore se déplacer sur le terrain. Et de nouveau, il lie cette incapacité à se rendre sur le terrain à cette notion de vérité en disant mais la vraie information, elle nous est désormais inaccessible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on donne notre point de vue. Et donc, on développe des formats éditorialisants, des formats où on donne l'opinion de la rédaction et on reconnaît que ce n'est pas ça l'information et que ce n'est pas ça que nos auditeurs attendent, puisque les auditeurs continuent à recevoir via WhatsApp et les réseaux sociaux ces émissions qu'eux produisent depuis Kigali. Et puis, dernier élément, ils mettent en avant le fait que cette situation d'exil génère pour eux une forme de dépendance financière, puisqu'ils sont maintenant dans des situations difficiles. Chacun doit assurer sa survie, la survie de sa famille, c'est pas évident. Et puis, une fragilité psychosociale, puisqu'ils se sentent de plus en plus fragilisés devant le retour en force du sentiment ethnique. Et donc forcément, vous êtes en exil, vous avez tendance à vous replier sur votre communauté. À Kigali, ce sont essentiellement des journalistes Tutsis qui sont en exil. Les journalistes Hutus se sont plutôt exilés au Congo. Certains sont partis plutôt vers la Tanzanie. Et donc, les journalistes se rendent compte que des sentiments d'appartenance communautaire qu'ils pensaient avoir pu supplanter en mettant en avant leur appartenance avant tout journalistique partagée, eh bien ces sentiments d'appartenance communautaire sont en train de reprendre le dessus. Donc des sentiments, comme ils le disent, qui les hantent, qui les ont sans doute toujours hantés, mais qui ne peuvent plus désormais maîtriser. Et cela entraîne une division et un émiettement de la solidarité professionnelle. Une division avec les journalistes qui sont restés au pays. Il y a une forme de suspicion qui s'installe entre les journalistes exilés et ceux qui sont restés au pays, parce qu'évidemment, ceux qui sont restés au pays sont soupçonnés de collaborer avec les autorités burundaises. Alors, ceux qui sont restés au pays reconnaissent que eux, maintenant, ils sont obligés de s'auto-censurer, ils sont obligés de se taire, il n'y a plus d'espace de liberté d'expression au Burundi aujourd'hui, mais il y a aussi des divisions
au sein des journalistes exilés, puisque chacun est dans une stratégie de survie personnelle. Et vous en avez un ici qui dit très clairement comment est-ce que des gens qui sont tous fauchés, qui ont tous faim, qui ne savent pas où ils doivent passer la nuit, peuvent être solidaires par rapport à des questions concrètes. Ce n'est pas évident. Et donc, pour conclure, ce qu'on constate ici, c'est que cette mobilité forcée, cet exil, a divisé les journalistes. L'exil est quelque chose qui est un mouvement qui divise la corporation, même s'il y a toujours des projets collectifs, puisqu'il y a toujours ces petites rédactions qui se sont reformées et qui continuent à produire des contenus. Et donc, je pense qu'il y a eu un processus que je vais qualifier de désinstitutionnalisation. Des radios qui étaient des structures extrêmement bien établies, reconnues, avec un statut, etc., se retrouvent dans une situation d'extrême fragilité institutionnelle, de débrouille, où chacun essaye de trouver des fonds par-ci, par-là pour continuer à fonctionner. Et puis, deuxième élément, et ça c'est quelque chose qui a été souligné dans le cadre par des chercheurs qui ont travaillé sur d'autres communautés de journalistes en exil, comme les journalistes zimbabwéens ou les journalistes éthiopiens, l'exil radicalise. À partir du moment où les journalistes en exil sont confrontés à toutes ces difficultés pour pouvoir encore effectuer le travail professionnel tel qu'ils souhaiteraient pouvoir l'effectuer, eh bien, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils s'adonnent de plus en plus à des formats d'opinion, à des formats éditorialisants, et donc, quelque part, leur incapacité d'équilibrer l'information, de vérifier par une expérience de terrain, les amène à se déprofessionnaliser. Donc, il y a une désinstitutionnalisation et il y a une déprofessionnalisation des journalistes burundais en exil. Et puis, je pense que c'était assez clair dans tout ce que je vous ai montré. L'exil a aussi transformé les représentations professionnelles, de sorte qu'un journaliste me disait « Un bon journaliste n'est plus un journaliste qui respecte la déontologie. Un bon journaliste, c'est un journaliste vivant. » Ce qui compte aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est de pouvoir rester en vie. Et donc, on voit dans toutes les citations que je vous ai présentées, si vous avez eu le temps de les lire, si vous n'avez pas eu le temps, vous aurez le PowerPoint, on voit une diminution de l'estime de soi de la part de ces journalistes, un sentiment d'impuissance, et dans tout leur discours, ce discours, on le voit parcouru par l'expérience traumatique du déracinement. Et donc, dernier point, l'exil aussi contribue évidemment à la construction d'un discours sur la pureté originelle du groupe. Évidemment que le groupe originel des journalistes burundais avant 2015 n'était pas un groupe complètement solidaire, n'était pas un groupe complètement soudé. Et il y avait déjà depuis 2010 des scissions qui s'instauraient dans la profession, et il y a toujours eu des tensions, la profession a toujours été parcourue de tensions, mais toutes ces tensions préalables au choc de 2015 sont oubliées, et les journalistes burundais aujourd'hui en exil vivent dans la nostalgie de ce qui fut leur pratique professionnelle ancienne et ce qui fut la solidarité professionnelle dans un monde qui n'est plus. Je vous remercie. Merci. Merci Marie-Soleil pour ton intervention, le plus vite possible. Respecté le temps imparti et donc tu nous as fait comprendre qu'il y avait la liberté de la presse se payait très cher encore aujourd'hui, et que c'était intéressant de voir également comme il était difficile de se reconstruire avec cette mémoire des guerres récentes. Et enfin, un élément essentiel, c'est la question de la radicalisation finalement de ces journalistes et d'une renonciation finalement progressive à leurs principes, parce que c'est impossible finalement de pouvoir les appliquer. Alors maintenant, je vais donner la parole à notre historien des médias, historien de la radio, fondateur du GRER, Jean-Jacques Cheval, qui va nous parler de la radio et de la délocalisation de la légitimité politique. Oui. Donc j'ai pas réussi à en savoir plus tout à l'heure. Donc et puis comme nous avons peu de temps, je vais lui donner la parole immédiatement. Alors comment où faut-il appuyer là? Alors ici. C'est là, je crois. Non, c'est
pas là, c'est là. Où ça? Non, là. Non, mon plus haut. Surtout là. Ici. Voilà. Non, là. Attends. Vas-y. Non, mais c'est après, ici, je suis dessus, j'appuie où? Pour envoyer. Faut-il chercher? Ah, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme Frédéric tout à l'heure. Un tableau. Allez, c'est parti. C'est parti. Non, je voudrais quand même quelque chose pour envoyer les sons, c'est comment? Le son. Tu vas avoir du son, c'est ça? Qui c'est qui est spécialiste de PC? Parce que moi, je suis sur Mac. Juste me dire quel bouton il faut appuyer. Et par rapport au son, Bon, je vais essayer. Bon. Alors... Une question peut-être. Oui. Quand j'ai l'icône du son, où je dois appuyer pour ne cliquez pas, le fait de repasser comme si vous alliez passer à une autre diapo, ça va lancer le son. D'accord. Ok. Ok. Oui, le micro, ouais. Alors, la radio et la délocalisation de la légitimité politique. C'est un thème que j'avais un petit peu abordé déjà lors d'un séminaire où on parlait de la radio et des relations avec la révolution, les luttes politiques, les crises politiques et les guerres. Et finalement, il était déjà un petit peu question de ça. Donc, je vais orienter ici sur l'idée que la radio... a pu justement compenser les distances physiques, distances géographiques dans ces luttes politiques pour donner à des protagonistes une certaine légitimité politique ou pour donner à ces protagonistes l'idée de rechercher à travers la radio cette légitimité, alors parfois avec succès, parfois avec des échecs, parfois pour la bonne cause et parfois pour des très mauvaises causes, comme on va le voir. Donc c'est plus un rappel historique qui recoupe beaucoup de choses qu'on a entendues depuis hier matin, puisque l'histoire a été finalement assez présente dans ce colloque, ce qui n'est pas pour me déplaire. La mise en perspective des problématiques me semble toujours fructueuse. Et les exemples que j'évoque sont peut-être justement pour faire réfléchir pour le présent, mais... ce n'est pas une analyse théorique que je vais vous présenter. Alors, on l'a dit déjà, l'élément fondateur dans l'histoire politique de la radio, c'est peut-être la révolution irlandaise de Pâques 1916, quand les républicains irlandais s'emparent d'un poste de TSF, un poste très rudimentaire. Ils envoient des messages à travers les airs, notamment vers les États-Unis, espère-t-il, pour susciter un mouvement de soutien, de solidarité dans la diaspora irlandaise qui se trouve aux Amériques. Et si ça n'a pas été véritablement réalisé, on sait quand même que des navires états-uniens qui étaient dans l'Atlantique Nord ont relayé l'annonce de cette révolution irlandaise. C'est une première étape. Il y eut d'autres étapes presque immédiatement, avec par exemple la révolution russe d'octobre 1917, et là aussi les bolcheviks ont utilisé la radio, notamment les postes émetteurs de Kronstadt, du croisière Aurore, qui joue un rôle dans cette révolution, et il s'agissait là, à travers l'immense territoire russe, de prévenir du déclenchement de cette révolution qui
a atteint Moscou. Effectivement, les messages ont atteint Moscou assez rapidement. Alors les bolcheviks, justement, vont saisir assez vite l'importance de ce nouveau média. Un journal sans papier ni frontières, disait Lénine, et dès 1929, il crée Radio Moscou qui est une radio de propagande, on peut le dire. Le mot propagande, très disqualifié aujourd'hui, n'a pas toujours eu ce côté négatif. Et la propagande, eh bien, c'était de promouvoir des idées et des actions politiques au-delà de son camp. Cette propagande, eh bien, elle était justement... Hier ist Moskau mit seiner Sendung für deutsche Hörer. Donc l'URSS lance cette expérience et va être imitée assez vite. Il y a dans les années 20, dans les années 30, un imaginaire et des usages politiques de la radio et des usages idéologiques, un imaginaire plutôt positif, ça devient un mythe moderne, une idéologie avant l'heure de la communication, du village global, peut-on dire. La SDN, avec l'appui de la radio, essaye de propager un idéal de paix. Le Vatican, aidé par Marconi, lance une station en 1931 et elle devient une station véritablement internationale à partir de 1936. Il y a donc cette idée, alors je ne vais pas vous lire l'intégralité de ce texte, mais on le trouve chez René Duval dans son Histoire de la radio en France. Il rappelle comment Sacha Guitry célébrait justement cette radio qui n'avait plus de frontières physiques. On m'entend de Marrakech à Rome en passant par Séville, mais pas de frontières sociales non plus. Le poète dans sa chaumière, le prince, le roi d'Angleterre lui-même n'est-il pas ce soir en train de m'écouter? Bon, c'est un peu fantasmé, c'est très fantasmé même, mais la radio attise cet imaginaire par sa capacité justement à passer toutes les frontières physiques, frontières politiques, frontières sociales, comme je viens de le dire. Et par là, on va en faire un instrument naturel de paix, de communication entre les hommes. Tu fais plus pour le bonheur du genre humain que tu ne crois, il parle à la radio. Merveilleux petits appareils, on n'en est pas encore à se tendre la main, mais grâce à toi, comme on tend bien l'oreille. Alors, cette vision un peu lénifiante, eh bien, va être contredite par les événements. Elle l'est déjà contredite auparavant, mais pendant la guerre civile espagnole, par exemple, la preuve est faite que la radio trouve sa place dans des conflits guerriers, des conflits d'une intensité importante. Alors on peut remarquer que le thème de la non-intervention, qui est un thème militaire, on n'envoie pas de soldats, on n'envoie pas d'armement, eh bien, a été contredit dans le domaine de la radio, parce que la radio a joué un rôle international dès les premières minutes du soulèvement. Les putschistes, franquistes, nationalistes avaient le soutien de la radio portugaise, par exemple, et ensuite, eh bien, cette intervention radiophonique ne s'est pas démentie, avec plus de vigueur peut-être du côté des puissances totalitaires d'extrême droite. L'Italie fasciste, l'Allemagne nazie ont fourni une aide à Franco, l'URSS, le Mexique aux républicains, mais plus éloignés, elles n'ont pas eu la même force peut-être que
que ceci. Alors c'est par exemple cette non-intervention niée, c'est par exemple quand Hitler offre à Franco l'émetteur qui lui a permis de lancer Radio Saragossa, une des plus puissantes, la plus puissante des radios franquistes, nationalistes, et parmi les collaborateurs de cette radio, on trouvait le français Jean-Hérold Paquis, qui va intervenir plus tard sur les ondes de Radio Paris, qui sera un collaborateur là des nazis, et il participe donc à cette guerre radiophonique, il fait ses premières armes. Parmi les particularités de la guerre civile espagnole, il y a aussi, par exemple, ces radios noires ou ces radios fantômes qui sont créées. La radio, on ignore d'où viennent les ondes, on ignore même parfois qui sont derrière les micros, et donc c'est une possibilité de tromper les gens, de les mystifier, de se dissimuler derrière des caractéristiques techniques et de se présenter sous des identités qui ne sont pas les identités réelles. Alors un exemple, Radio Veritat, que nos amis catalans ont dû connaître, enfin ont entendu parler, une radio qui est installée en Italie, sur Radio Roma, la radio fasciste de l'époque, et qui émet en catalan vers la Catalogne espagnole, en catalan et en castillan parfois, et qui dit finalement les nationalistes n'ont rien contre la culture catalane, la langue catalane, et ce qui est le problème de cette guerre civile, c'est les rouges, les communistes. Et donc il s'agit de détacher une partie de l'opinion catalane de la République. Alors c'est une légitimité frauduleuse et illusoire sans doute, qui est recherchée à travers cet exemple, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière très abondante dans la période suivante encore. La Seconde Guerre mondiale, c'est la consécration de la radio comme média de crise, comme média d'information, de désinformation, de propagande et d'asservissement et de libération tout à la fois. Donc elle est consacrée pour le pire et le meilleur, mais on retrouve tous les éléments finalement qui étaient en germe auparavant. Un détail, c'est que la radio, par exemple, sert à déclencher la guerre, comme vous le savez. Les nazis prétextent l'attaque d'un de leurs postes, un poste de radio internationale qui émettait vers la Pologne, et ils accusent d'avoir été agressés par les Polonais à cause de la propagande vers les populations germanophones de Pologne. Et sans attendre aucune explication, Hitler prend ce prétexte pour envahir la Pologne dès le lendemain. On a su plus tard que c'était les services secrets nazis eux-mêmes qui avaient organisé cette attaque pour justement donner ce prétexte. Alors on est dans la mystification, aussi dans la reprise de ces radios noires, radios fantômes pendant la drôle de guerre, et Goebbels se vantait d'avoir remporté un Sedan radiophonique contre la France en créant toute une série d'émissions, La Voix de la France, La Voix de la Paix, Radio Humanité, qui se faisaient passer soit pour des communistes, soit pour des pacifistes, soit pour des nationalistes français, mais plus proches des nazis que de la République française, et il évoquait donc une déstabilisation de l'opinion française à travers cette guerre radiophonique. Bon, il se vantait sans doute très largement en parlant de Sedan radiophonique, mais on peut penser que quelques esprits crédules, désemparés, ont effectivement subi cette propagande. Là encore, on ne localise pas vraiment ces radios. Alors là, il y a un petit extrait encore, mais je ne sais pas s'il va être lancé. Chers auditeurs, maintes fois, les journaux français, suivant évidemment un mot d'ordre depuis, vous savez,
ont démenti l'authenticité de nos émissions de prisonniers en prétendant que les mêmes prisonniers français qui ont parlé à la radio allemande se trouveraient en permission dans leur famille en France. C'est-à-dire qu'on nous accuse de mensonges tout simplement. Alors, c'était en fait la radio Stuttgart qui employait déjà des collaborateurs avant que la collaboration ne devienne officielle et qui, effectivement, faisait parler des prisonniers français sur ces ondes pour créer le trouble dans les familles de ces prisonniers. Et on a eu cet exemple. Alors, l'autre exemple le plus célèbre, c'est bien sûr cet épisode que tout le monde connaît en France. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Un extrait du fameux appel, non pas du 18 juin ici, mais du 22 juin, parce que celui du 18 n'a jamais été enregistré, donc on n'a pas de traces sonores. Mais bon, celui du 22 juin rappelait un peu ceci. Et donc, s'il y avait peut-être pas énormément de gens à l'écoute, certains réagissent immédiatement à cet appel radiophonique. Les marins de l'île de Sein sont l'exemple célèbre, et d'autres de Bretagne, de Normandie, puis de plus loin en France, vont tenter de rallier Londres pour répondre à cet appel du général de Gaulle. Une anecdote, parmi ces premiers résistants, Charles-Marie Guillois, qui parlait breton, et parce qu'il avait cette compétence, on lui a demandé de traduire l'appel du 18 juin et de le prononcer en breton à la radio de Londres. La radio londonienne va devenir multilingue dans cette période. Alors j'en arrive à un petit peu ce qui a déclenché le titre de cette communication, et je rends à César ce qui appartient à César. C'est Jean-Noël Jeanneney, historien de la radio, homme de radio lui-même, homme politique, qui participait à une émission de télé, et il évoquait cet épisode de la radio londonienne et de Gaulle. Et il disait, De Gaulle, c'est un peu comme Sertorius dans la pièce de Corneille, une pièce ancienne, Sertorius qui dit dans cette pièce, Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis. Eh bien, De Gaulle, il fait la même chose. La France n'est plus en France, elle est toute où je suis, semble-t-il dire, ou elle est toute de là où je vous parle, de là où j'utilise la radio pour m'adresser à vous. Et on est là vraiment dans une délocalisation de la légitimité politique, parce qu'il peut s'adresser aux Français à travers ce média. Eh bien, il apparaît comme légitime à mener cette résistance et à devenir le chef, pas immédiatement, mais le chef finalement de cette résistance. Alors en face, le pouvoir vichiste, lui, avait une autre rhétorique. Il parlait de déserteurs, il parlait de fuyards, de traîtres qui auraient quitté le territoire français, et d'une manière assez paradoxale, maniait le thème des immigrés. Alors les immigrés en France, ça renvoie à la Révolution, à la Révolution française, la Grande Révolution française, et les immigrés, c'était les aristocrates, les partisans de la monarchie qui avaient fui à l'étranger et qui préparaient depuis l'étranger l'attaque contre la France des patriotes. Donc De Gaulle, Maurice Thorez aussi à Moscou, étaient accusés d'être des émigrés. Quand on sait que la Révolution nationale se basait principalement sur un discours anti-Révolution française,
ça ne manque pas de sel, mais justement, c'était retourné grâce à la radio, cette situation. Alors, effectivement, hein, cette légitimité morale, légitimité délocalisée de Gaulle et d'autres, bon, Torres aussi, hein, depuis Moscou, s'adresse aux Français, mais les ondes de Radio Moscou, plus éloignées, moins faciles à capter, n'ont pas eu le même impact, peut-être pour d'autres raisons. La radio joue un rôle énorme pendant la Résistance. Bon, Ici, Londres. Vous allez entendre des informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. La belle aussitôt la suit. Nous disons la belle aussitôt la suit. La dernière heure a sonné. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Le gigot est cuit. Il y aura 4 pains. La cruche n'ira plus à l'eau. Nous disons la cruche n'ira plus à l'eau. La bibliothèque est en feu. Nous disons la bibliothèque est en feu 2 fois. Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir. Il y a du mieux, camarades. Alors, c'est parfois en creux qu'on comprend l'importance de ces périodes. En creux, ça veut dire, par exemple, la répression qu'a subie qu'ont subi les auditeurs de ces radios. Ici, quelques documents d'époque. Un auditeur de la radio anglaise considère ce papier comme un dernier avertissement où on menace les auditeurs des conséquences de leurs actes, ou la confiscation des postes de TSF. En France, on n'avait pas confisqué tous les postes, mais quand même sur toutes les côtes de France. On n'avait plus le droit de posséder un poste de radio, et les Juifs aussi étaient privés de ce droit. En Norvège, il y a eu une confiscation systématique, totale. Sauf que certains Norvégiens, eh bien, leur premier acte de résistance a été de conserver leur poste de radio, et ça a été un acte de résistance d'écouter la radio de Londres, puisque la BBC n'émettait pas qu'en français, qu'en anglais et en français, elle émettait en norvégien, en grec, en italien, en allemand et dans toutes les autres langues de l'Europe engagée dans le conflit. Alors, il y a effectivement la construction de positions, de recherche de légitimité à travers la radio, et de manière diverse. Ici, un exemple célèbre, c'est à la fin du conflit, les dialogues, de manière curieuse, qui se sont engagés par-dessus la Manche entre des tenants de la collaboration et des tenants de la résistance. Alors, un épisode célèbre entre Philippe Henriot et André Isaac, alias Pierre Dac, qui a marqué les esprits. C'est, pour resituer, Philippe Henriot, antisémite notoire, reprochait à André Isaac d'être juif et de ne pas être français. Le 15 août 1893, jour anniversaire de la naissance de Napoléon, s'il vous plaît, naissait à Châlons-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Carre. Pareil à la plupart de ses coreligionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom.
incapable bien entendu de travailler à la grandeur d'un pays qui n'était pour lui qu'un pays de séjour passager, une provisoire terre promise à exploiter. Alors, la rhétorique se poursuit, disant que Pierre Dac n'est pas français, et il lui répond, mais avec un ton très dédaigneux. Philippe Henriot essaye de le délégitimer, justement, dans son rôle de français résistant. Et puis, la réponse vient dès le lendemain. Pierre Dac réplique à Philippe Henriot. Un dernier détail. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Ces d'aventures, vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux, tournez à gauche, dans l'allée, et à la 6e rangée, arrêtez-vous devant la 10e tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez. Ici, Londres. Notre 9e bulletin d'information est terminé. Alors, c'était presque prémonitoire, puisque quelques semaines plus tard, le 28 juin, un commando de la résistance s'introduit dans le ministère de la propagande et de l'information et exécute Philippe Henriot, parce que aussi, on considérait quand même qu'il constituait un danger parce qu'il avait un certain talent dans ses diatribes contre la résistance. Alors, j'ai déjà été long, je vais abrégé. La radio joue un rôle, bien sûr, encore ensuite, dans la guerre froide. Les radios internationales sont au cœur de ces relations. Radios officielles qui font de la propagande pour leur camp, leur bloc, leur idéologie propre. Et puis radio révolutionnaire, radio de subversion. Alors on pourrait évoquer le cas de l'Europe de l'Est, de Prague en 1956 jusqu'à Solidarnosc au début des années 80. Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność. On pourrait parler des radios qui ont accompagné la décolonisation. Frantz Fanon a évoqué le rôle de la radio pendant la guerre d'Algérie et la légitimité retrouvée d'un nationalisme arabe à travers notamment la voix des Arabes qui venaient du Caire et qui laissaient une place à cette radio, avec des considérations psychologiques, psychanalytiques même. Frantz Fanon a étudié ce rôle de la radio. L'Amérique latine fournit beaucoup d'exemples également autour de Cuba et dans les deux sens. La radio joue un rôle dans la révolution cubaine, mais c'est une radio interne. Et ensuite, eh bien, très vite, les États-Unis financent des stations, des postes de radio et de télévision contre le régime cubain. Un exemple que j'ai retrouvé, que je vais peut-être étudier un peu plus, c'est Radio Noticias del Continente, une radio argentine qui se place pendant la période de la dictature argentine entre 76 et 82, 83, et les Montoneros qui ont été décimés par cette dictature se sont dispersés pour une partie. Certains sont restés encerclés sur place par la dictature argentine. Encerclés, c'est un mot qu'on emploie dans le discours politique de l'époque. Et ils vont créer une radio
une radio pour soutenir cette résistance tant extérieure qu'interne, avec ce précepte qu'avait énoncé Rodolfo Walsh: des millions souhaitent être informés, la terreur est basée sur l'absence de communication, briser l'isolement, retrouver la satisfaction morale d'un acte de liberté, anéantissez la terreur. Alors lui parlait de journalisme écrit, mais finalement ses camarades comme Bonasso, Gelman ont mis en pratique ça à travers la radio. De la realidad de América Latina y del mundo comprometida con la justicia, la verdad y la defensa a los derechos humanos populares del continente. Está transmitiendo CIRNR, Radio Noticias del Continente para todos los pueblos de América Latina y el mundo. Je passe un peu vite là-dessus. C'est là encore en creux peut-être qu'on peut mesurer l'importance de cette radio qui n'a peut-être pas atteint des millions d'Argentins, comme on le disait, mais en tout cas, le gouvernement argentin a provoqué 4 attentats ou attaques militaires armées contre cette radio, et donc ça soulignait en creux, effectivement, l'importance qu'elle accordait. Le plus spectaculaire de ces attaques, c'était un bombardement aérien avec un petit appareil de tourisme qui avait été affrété pour l'occasion. Alors le dernier point, et j'en finirai par là, c'est cette relation entre le dedans et le dehors, comment la radio effectivement apportait du dehors des informations et comment du dedans des pays on réagissait. Radio Noticias del Continente avait imprimé des cartes postales qu'elle distribuait, et on a retrouvé certaines de ces cartes postales envoyées par des gens qui avaient entendu ces émissions. Alors, celle-ci, c'est un mauvais exemple, ça venait de Suède, non pas d'Argentine, mais il y avait cette-là. Et le dernier point, oui, effectivement, c'est un livre que j'ai lu récemment, qui n'est pas tout à fait récent, qui date de 2014, mais qui est très instructif. Les lettres à la Pyrénéenne, mémoire de l'antifranquisme dans la traduction française. C'est un livre d'Armand Balsévré et de Rosario Fontova, son épouse, je crois, ou sa compagne, qui ont étudié un aspect particulier. Alors, Radio España Independiente, c'était une radio communiste fondée à Moscou en 1941, au début de l'invasion nazie, et puis qui a continué son action ensuite en déménageant à Bucarest, en Roumanie, jusqu'en 1977. Le nom qu'il arrange dans la catégorie des radios grises, semblait dire que l'émission se faisait depuis la chaîne des Pyrénées. Ce n'était pas le cas, il était beaucoup plus loin. Mais néanmoins, il y avait cette idée que cette radio apportait du réconfort, de l'information depuis l'extérieur et depuis une certaine proximité, qui n'était pas une vraie proximité géographique, mais une proximité idéologique. Ces auteurs ont retrouvé Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia. L'indicatif de la Pyrénéenne. Ces auteurs ont retrouvé un peu par hasard 15 500 lettres qui dormaient dans les archives du Parti communiste espagnol et qui étaient une partie de la correspondance adressée par des auditeurs de cette radio vers la station. Alors, on peut penser que ce n'est qu'une partie.
toutes n'ont pas été conservées, toutes n'ont pas atteint leur but, donc elles étaient plus nombreuses, et ça représente quand même 38 000 pages provenant d'Espagne et de 32 autres pays qui témoignent de cette correspondance voulue entre des gens qui écoutaient cette radio et qui donnaient leur ressenti. Ça a été une forme de militantisme, comme dit Rosario Fontova, antifranquiste, pour 2 générations d'Espagnols qui étaient les vaincus de la guerre civile, des gens qui avaient été défaits à la fin de cette guerre civile, les vaincus de la guerre civile, mais qui ont retrouvé une certaine légitimité à travers l'écoute et puis cette correspondance. Alors c'est un livre très dense, hein, il y a presque de 600 pages, c'est vraiment très intéressant et ça témoigne effectivement de cette communication, cet aller-retour, à une époque où bien sûr il n'y avait pas d'internet, où il n'y avait pas ces moyens modernes qui ont été souvent évoqués, mais des témoignages de premier ordre sur ce que fut l'Holocauste espagnol, selon l'historien britannique Paul Preston, qui a employé cette répression très, très violente, très dure, les conditions de vie en Espagne durant ce franquisme, et tout un réseau de correspondants locaux réguliers qui nourrissaient la station, et ces lettres étaient lues à l'antenne, et il y avait ce va-et-vient, cette délocalisation de la fraternité à travers la radio. Alors, il y a des exemples plus particuliers, comme autour du personnage de Julián Grimó, qui a été fusillé par Franco en 1963, des figures emblématiques comme Dolores Ibarruri, secrétaire générale puis présidente du PCE, une figure très intéressante, Josefina López San Martín, dont le nom de scène radiophonique était Pilar Aragon, et qui était en charge de la page de la femme, la Página de la Mujer, sur cette station, et qui s'adressait particulièrement aux femmes espagnoles. Alors c'était le pendant d'une autre grande figure radiophonique espagnole, Elena Francis, qui elle exerçait sur les radios officielles, les radios autorisées. Alors quand l'une, Elena Francis, proposait un modèle de vie catholique très traditionnel, très soumis aux femmes espagnoles, eh bien Pilar Aragon, elle, sans être vraiment féministe, mais parlait de contraception, parlait de l'éducation nécessaire pour les femmes, pour les rendre moins dépendantes. Et les auteurs disent qu'une partie des jeunes enfants, des jeunes filles nées dans ces années 60 et qui portent le nom de Pilar, le doivent peut-être à la Pilar catholique de Saragosse, mais pour d'autres, eh bien, c'était un hommage à Pilar Aragon que de nommer sa fille comme ceci. Et là, en tout cas, des auditeurs avaient envoyé la photo à Bucarest de la petite Pilar qu'ils avaient nommée en cet honneur. Alors, des lettres qui témoignent aussi de l'humour, du sarcasme, qui était une arme de résistance face à la dictature. La conclusion des auteurs, eh bien, c'est que cette radio clandestine, cette radio de résistance, a été, ils en veulent la preuve à travers ces courriers, a été un média de masse, un média qui a soutenu. Et puis, bien, ça a décliné. Ça a décliné pourquoi ? Parce que le poids du Parti communiste, finalement, le terreau sur lequel elle se basait, et on remarque que l'audience du Parti communiste et le nombre de courriers adressés à Bucarest diminuent dans des proportions similaires. Et quand, en 1977, la démocratie revient, bien,
les promoteurs de la Pyrénéenne ne pensent pas à poursuivre dans cette période leur activité. Alors, dernier point pour faire une boucle, peut-être avec l'introduction de Frédéric Antoine hier, j'ai été attentif au fait qu'il dit que finalement, demain, avec les nouvelles technologies, la radio internationale ne serait peut-être plus aussi puissante, aussi forte, aussi réelle. Les débordements de frontières seront plus faciles à empêcher, à encadrer qu'auparavant, et y compris sur la radio par Internet, qui, là, c'est peut-être plus facile encore. Alors, on a une illusion d'un Internet qui était par essence international, comme on a eu cette illusion dans les années 30 pour la radio, mais il faut se méfier des retours de bâton, et effectivement, la radio n'a pas été forcément toujours du bon côté, ça c'est évident, et ensuite, eh bien, elle peut générer en retour des censures particulières, technologiques ou autres. Mais en même temps, eh bien, il y a cette force. Pourquoi retour De Gaulle a pu apparaître? Parce qu'il y a la puissance de la voix. J'entendais quelque chose sur la voix tout à l'heure. Cette voix, eh bien, ça donne une présence presque charnelle à ceux qui peuvent joindre leurs amis par les ondes, et c'est plus fort qu'un journal envoyé, un tract. La présence charnelle de la voix donne effectivement matière à cette légitimation politique, comme ne l'avait pas fait auparavant la propagande écrite. Merci. Mes excuses. Merci Jean-Jacques. Merci Marie-Soleil.